Alors, ça commence par la traversée d'Ulysse. Pourquoi ça commence par la traversée d'Ulysse? Et on va passer beaucoup de temps à raconter l'histoire d'Ulysse. En fait, on va passer la majeure partie de cette heure à parler de la traversée d'Ulysse pour plein de raisons. La première, c'est que c'est l'un des premiers textes épiques écrits dans l'histoire on va dire, de l'Occident, hein, plus ou moins, c'est la Méditerranée. Il y a des textes écrits beaucoup plus anciens, du côté de la Chine, du côté de l'Inde, etc. Et semble-t-il que même Homère se serait inspiré de choses qui viennent de plus anciens, donc de l'Inde, de la Chine ou d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que, comme déjà à cette époque-là, on raconte les histoires sans expliquer qu'est-ce que c'est censé raconter. Et après, il faut deviner. Donc, on joue un peu aux devinettes et se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette personne, Ulysse, un roi grec, qui vient de passer 10 ans à guerroyer contre Troie, pour récupérer, pour libérer une reine qui a été capturée. Et qu'est-ce que c'est ça? Il termine la guerre. C'est un guerrier ingénieux, malin, rusé, puissant, courageux. Enfin, il a toutes les vertus possibles. 10 ans pour gagner la guerre. Il est victorieux. Il quitte Troie avec 12 bateaux chargés de trésors, chargés de tout ce qu'ils ont pillé, parce qu'ils ont aussi pillé, ça se fait toujours comme ça à la fin de guerre, ils ont aussi pillé chez les Troyens, et il va mettre 10 ans pour traverser la Méditerranée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et non seulement il va mettre 10 ans pour traverser la Méditerranée, mais quand il va arriver chez lui au bout de 10 ans, tout le monde connaît l'histoire, en fait il est seul, il est nu, il est vieux, et personne ne le reconnaît. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que ça voudrait peut-être nous raconter quelque chose qui n'est pas vraiment seulement l'histoire d'un guerrier et d'un roi gagnant? Ou est-ce que par hasard, le fait d'avoir montré à l'extérieur sa bravoure, sa ruse, son intelligence, son courage, etc., n'obligerait pas par la suite à prendre 10 ans pour aller chercher à l'intérieur, mais qu'est-ce que je suis vraiment? Et si on prend cette lecture-là, on trouve tout un tas de choses totalement différentes de ce qui apparaît au premier abord. Alors, le schéma à côté d'Ulysse, là, le schéma à côté, bien sûr, c'est le schéma de l'énéagramme. Alors, ceux parmi vous qui connaissent l'énéagramme, ils vont se rendre compte qu'on entre très vite en territoire connu. Ceux parmi vous qui ne connaissent pas du tout l'énéagramme, eh bien, ça va leur faire une belle introduction de se dire « Ah oui, en fait, ce truc moderne, parce que c'est un truc moderne, l'énéagramme, même pas un siècle, sous la forme actuelle, eh bien, en réalité, ça puise ses racines dans du savoir de l'humanité en général, du savoir qui a plus de 2, 3, peut-être plus de 3000 ans, et donc, c'est une vieille histoire en réalité. Alors, ça marche quelquefois quand j'appuie sur le bouton. Ah, voilà. La guerre de Troie, voilà, Ulysse, son bateau. Et alors, il y a beaucoup de péripéties. Hein. C'est l'histoire des péripéties qui prennent 10 ans pour traverser la Méditerranée. En plus, c'est qu'un petit bout de la Méditerranée. Hein. C'est même pas toute la Méditerranée qu'il faut traverser. Et comme vous le savez déjà, il y a tout un tas d'histoires. Donc, ça s'appelle la mythologie grecque. Et en fait, il faut déjà imaginer qu'à cette époque, pour parler de choses mystérieuses, pour parler de l'invisible, on utilisait des histoires. Et on utilisait des histoires dans lesquelles il y avait des dieux, des monstres, des créatures imaginaires. Et on pouvait imaginer, comme c'était déjà le cas en Chine ou en Inde, que ces dieux, soit ils étaient extérieurs à nous, soit ils étaient intérieurs à nous. Et qu'à l'intérieur de nous, il y avait finalement tout un tas de choses qui se manifestaient à travers les événements de notre vie. Et que donc, en réalité, les dieux, les monstres, toutes les créatures qu'on va rencontrer, qu'Ulysse va rencontrer dans sa traversée, ce sont des créatures ou des énergies qui sont à l'intérieur de lui. Et alors là, j'ai vraiment résumé, je vous préviens. C'est pas moi qui ai fait ces découvertes-là.
Je suis parti de travaux qui ont été faits par des Américains, par des Françaises aussi, que je ne vais pas nommer parce qu'après on passe trop de temps. Mais voilà, il y a des sources. Et ces travaux ont permis de remettre dans l'ordre la traversée d'Ulysse. Si vous lisez, s'il y a des spécialistes d'Ulysse dans l'histoire, vous direz mais non, mais Ulysse, ça commence par il est prisonnier sur l'île de Calypso. Oui, il est prisonnier sur l'île de Calypso pendant 7 ans, et il va raconter ce qui lui est arrivé avant. Donc on remet les choses là cette fois-ci, je les remets dans l'ordre, on va dire chronologique. Merci. Alors. La première chose, c'est qu'il y a en plus, il y a quelques petites péripéties avant, mais la première île sur laquelle il va aborder avec ses 12 navires, c'est une île qui est habitée par des lotophages. Alors on entend tout de suite, lotophages, c'est des mangeurs de lotus. Et le lotus, vous pensez à tout ce qui est drogue, etc. Eh bien, les mangeurs de lotus, ils mangent de la feuille de lotus, ils passent leur journée à croquer de la feuille de lotus. Et évidemment, ça met dans un état de confort, de plaisir, de tranquillité, de facilité. Et on oublie absolument toutes les raisons pour lesquelles on est là. Et c'est cool, ça pourrait durer des siècles. Et c'est ce qui se passe. C'est que tous les marins, tout l'équipage d'Ulysse est à ce moment-là endormi. Et puis quand on se réveille, on reboit un coup, et puis on se dit tiens, maintenant on va manger quelque chose, et puis on va à nouveau croquer du lotus. Et ça peut durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 3 mois, et plus rien ne se passe. Plus rien ne se passe. Sauf le jour où Ulysse dit bon là, ça commence à bien faire, il pousse un grand coup de gueule, il fait une grosse colère, il réveille tout le monde, il dit bon, ben maintenant, je vous rappelle qu'on a gagné la guerre de Troie, là, et après avoir gagné la guerre de Troie, on a décidé qu'on allait rentrer chez nous. Vous vous rappelez, là, c'est pour rentrer chez nous, retrouver nos femmes, retrouver nos maisons, retrouver nos enfants, retrouver nos foyers. Ah, donc, en fait, la première, si on peut dire, la première occasion, la première étape de ce voyage, donc, ça consiste à aller rencontrer la paresse et l'oubli de ses raisons d'être. Au fait, pourquoi je suis là? Donc, Ulysse se réveille ou réveille ses compagnons en disant là, ça suffit maintenant, rappelez-vous, notre objectif et mon objectif à moi, Ulysse, c'est de rentrer à Ithaque pour retrouver ma reine, Pénélope, retrouver mon fils, Télémaque, et reprendre en main mon royaume. Et vous, c'est pareil, les gars, allez, on y va. Et donc, il passe un gros coup de colère, et c'est nécessaire, la colère, à ce moment-là, pour sortir de cet oubli de soi. Je vous ai dit qu'on allait passer rapidement, donc hop, on s'embarque, on repart. Et puis, quand on repart, quand même, c'est pas 100% réactif, là. On peut dire. Voilà, il y a une flèche, on repart, c'est parfait. Et on arrive sur une nouvelle île, tout le monde a entendu parler de celle-là, même ceux qui n'ont pas fait d'études dans lesquelles on parlait de la mythologie grecque, vous avez entendu de cette histoire, on arrive sur l'île des Cyclopes. Cette île des Cyclopes, eh bien, elle est habitée par des cyclopes. Et en particulier, ils vont rencontrer en particulier un cyclope qui est un monstre à un seul œil. Il a une vue étroite, celui-là. Une seule façon de régler les problèmes, c'est la force. Une seule façon d'agir, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais la loi. Si j'ai faim, j'attrape un guerrier, je le croque direct vivant et c'est fait. En 2 jours, il a déjà mangé 4 guerriers de l'équipage d'Ulysse. Et ils ont bien compris à ce moment-là qu'ils sont prisonniers. Ils sont prisonniers au fond de la caverne. Il élève aussi des moutons. Et Ulysse s'adresse au Cyclope en lui disant « Non, mais là, si tu te comportes comme ça, là, ça va mal finir pour toi. Tu vas subir le châtiment des dieux. Les dieux, j'en ai rien à foutre. » Donc, le Cyclope, là, il nous parle de quoi? Eh bien, il nous parle de cette idée de vivre dans la puissance infinie, dans l'abus total, dans l'excès. Et c'est pas la peine de vouloir s'opposer à lui. Il va falloir trouver la ruse. Et la ruse super intéressante que trouve Ulysse pour échapper au Cyclope, il y a plusieurs étapes, mais l'une des étapes que vous avez bien entendues, c'est « Mon nom est personne ».
Vous vous rappelez cette histoire, hein? Voilà, comment tu t'appelles? Qui es-tu d'abord? Moi, je suis personne. Ah, ok. Et quand le cyclope aura eu l'œil percé par un pieu, et puis qu'il va appeler ses compagnons à l'aide, ses compagnons vont lui dire qui c'est qui t'a agressé? C'est personne. Ah ouais, t'es devenu fou. Alors là, c'est le côté de l'histoire. Mais on comprend à ce moment-là que le trajet pour rentrer chez soi, c'est de devenir personne. C'est d'apprendre à se dépouiller de sa personnalité. C'est d'apprendre à se dépouiller de qui nous croyons être. Et je croyais être un roi guerrier, magnifique, gagnant, soutenu par les dieux. Eh bien, pas du tout, je suis personne. Et il va falloir que je me cache dans la toison des moutons pour réussir à sortir et à échapper à cet ennemi. Et c'est super important parce qu'on va voir que du point de vue de la recherche de soi, quel que soit le chemin que vous choisissiez d'employer, quel que soit le chemin spirituel, religieux, philosophique, quoi que ce soit que vous choisissiez d'employer, le chemin consiste très souvent à se dépouiller de sa personnalité, à se dépouiller de tout ce que je crois sur moi-même. Les voilà donc qui ont échappé. Il faut appuyer gentiment, fort, on ne sait pas. Voilà. Donc là, il a rencontré la bulle, l'excès, la luxure chez les cyclopes, et maintenant, il va réussir à repartir de cette île, et là, il va arriver sur l'île, pardon, je vais trop vite, c'est pas grave. C'est pas grave, on est direct. L'île d'Éole, on trouve... Alors, c'est quoi l'île d'Éole? C'est une île qui flotte au vent. C'est pas une terre qui est accrochée au fond de la mer, elle flotte au vent, voilà, au gré des flots. Et puis, en fait, tous les habitants de l'île d'Éole, qui est dirigée par un roi qui s'appelle Éole, tous les habitants de l'île d'Éole, ils passent leur temps à faire la fête. C'est super, c'est génial, voilà. On a toutes les occasions de fêter quelque chose tous les jours, et puis encore autre chose. Et puis si c'est pas la moisson, c'est le moment de tirer le vin. Et si c'est pas le moment de tirer le vin, sûrement on va approcher de Noël. Et puis si c'est pas Noël, ce sera autre chose. Il y aura toujours quelque chose à fêter. Donc c'est une fête permanente. Et à chaque fois, on a une nouvelle idée pour pouvoir faire une nouvelle fête. Et donc, on rencontre ici, cette fois-ci, la dispersion, la gourmandise, et ça flotte à tous les vents. Et évidemment, sur ce royaume-là, on ne construit rien de définitif, on ne construit rien de pérenne. Et la particularité de l'île d'Éole, qui est dirigée par le roi Éole, c'est qu'à cet endroit-là, Éole, il est le patron de tous les vents qui dirigent l'air sur la Méditerranée, qui dirigent les marins dans toutes les directions. Et donc, tous les vents partent de là. Et en fait, on ne peut pas quitter l'île d'Éole puisque ça part dans toutes les directions tout le temps. Et on est à chaque fois ramené sur l'île. Alors, il va falloir négocier. Là, cette fois-ci, Ulysse va prendre le temps de négocier avec Éole. Il va lui montrer que ça vaut la peine qu'on le laisse partir pour rentrer chez lui, parce que lui aussi, c'est un roi. Et Éole va dire, ok, exceptionnellement pour toi, je vais faire quelque chose de particulier. Je vais ranger tous les vents dans un seul grand sac, une outre. Et dans ce grand sac, tous les vents seront bien fermés dans ce sac-là, sauf le vent qui te ramène chez toi, sauf le vent qui va à Ithaque. Donc ça y est, on a choisi une direction, on va pouvoir y aller. Tous les marins remontent dans les bateaux et on se remet en route en direction d'Ithaque. Ça met quand même quelques jours, quelques nuits, et comme Ulysse se méfie de ses compagnons, la nuit, il ne dort pas et il surveille le sac dans lequel sont rangés tous les vents. Jusqu'au moment où on arrive vraiment en vue de l'île d'Ithaque, on va pouvoir arriver chez soi, c'est super, ça y est, mais ça arrive la veille d'une nuit. Cette nuit-là, Ulysse s'endort. Les compagnons d'Ulysse disent, en fait, qu'est-ce que c'est ce sac qu'il est en train de surveiller là? C'est vraiment, il y a un truc qui ne va pas là. Hein, peut-être il y a des trésors et il veut les garder pour lui tout seul. Et donc, il décide évidemment d'ouvrir le sac. Et le sac les ramène à nouveau au milieu de la mer. Ils ont vu leur pays, mais ils n'ont pas réussi à rentrer chez eux.
Et donc là, c'est encore raté. Le retour chez soi est encore une fois remis à plus tard. Alors que va-t-il se passer ensuite, après avoir rencontré la dispersion, la gourmandise? Eh bien, l'île suivante, parce qu'ils vont accoster sur une île, enfin pas tout à fait d'ailleurs, ils vont arriver chez les Lestrigons. C'est des gens très bizarres. D'abord, ce sont des géants. Et puis, ces géants sont très méfiants. Ils ont eu probablement, dans leur histoire antérieure, ils ont eu des ennuis avec des ennemis qu'ils n'ont pas vu arriver. Résultat, sur cette île, il y a un seul port, et ce port est caché tout au fond d'un défilé qui est entre des ravins, entre des falaises. Et donc, il faut passer ce défilé pour arriver au port qui est tout au bout. Et comme ils sont très méfiants, ils ont décidé que tout ce qui vient de l'extérieur est mauvais pour eux. Et donc, ils ont des sentinelles qui sont en haut des falaises de chaque côté du défilé. Les sentinelles sont là avec des pierres. Et puis, à chaque fois qu'il y a un bateau qui arrive, on jette les pierres sur le bateau, on le fait couler, tout le monde est mort, c'est gagné. Ça s'appelle la guerre préventive. Alors, Ulysse a été un peu malin. Il est resté avec son propre bateau un peu en arrière. Mais les 11 premiers bateaux sont coulés dans le défilé pour arriver chez les Lestrigons. Et donc là, évidemment, Ulysse a trouvé l'occasion de rencontrer la lâcheté des Lestrigons et le doute, la méfiance, la guerre préventive. Ceux qui connaissent l'énéagramme commencent à voir qu'on est en train d'explorer quelque chose qui va nous parler d'énéagramme. Ayant réussi à échapper à cette situation-là, Ulysse va à nouveau, mais il n'a plus qu'un seul bateau, reprendre la mer. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il faut tout le temps faire escale? C'est qu'il faut reprendre de l'eau, il faut reprendre des forces, il faut reprendre de la nourriture, etc. Sinon, on aurait pu faire le trajet en une fois. Mais là, c'est plus compliqué. Je vais y arriver. Voilà. Et l'île suivante, c'est l'île de Circé. Alors, j'entre pas dans tous les détails des péripéties parce qu'il y a évidemment d'autres dieux qui interviennent parfois pour aider ou au contraire pour compliquer les choses. Circé, c'est une déesse qui vit sur son île, mais pas au bord du rivage. Elle vit tout au fond d'une immense forêt. Et quand ils accostent sur cette île, on voit au loin qu'il y a une fumée au-dessus de cette forêt, mais il n'y a rien d'autre, comme s'il n'y avait pas d'être vivant sur cette forêt. Et donc, Ulysse envoie un certain nombre d'ailleurs, il envoie tout son équipage. Lui, il reste en arrière, il reste avec le bateau, il reste sur la plage. Il envoie tout son équipage en éclaireur. Allez-y, vous me raconterez comment ça se passe. Et en fait, Circé est très, très, très jalouse de tout ce qu'elle possède, de tout ce qu'elle a emmagasiné comme savoir. Circé, c'est un peu une alchimiste. Elle connaît tout un tas de poisons, tout un tas de produits guérisseurs, tout un tas de choses qui aident à, finalement, des savoirs, des connaissances scientifiques sur le fonctionnement de l'être humain, sur le fonctionnement des plantes, sur le fonctionnement des animaux, etc. Et elle veut garder ce savoir bien caché tout au fond de cette forêt. Et quand les compagnons d'Ulysse arrivent, elle leur dit « Bienvenue, tenez, j'ai préparé une potion pour vous ». Et en fait, elle les empoisonne avec une potion qui les transforme en porc. Le porc étant, pour les Grecs, le symbole de l'avidité. Et en fait, on voit que d'un côté, elle préserve toutes ses connaissances, tout son savoir et sa sécurité au fond de la forêt, tandis que... Je vais y arriver. Donc, cette fois-ci, il s'agit d'avoir rencontré l'avarice. Quelques 24 heures, 48 heures plus tard, Ulysse, ne voyant personne revenir, va aller sur les pas de ses compagnons. Heureusement, il va rencontrer Hermès qui va lui dire « Méfie-toi, il y a un truc qui ne va pas chez Circé, elle ne veut rien partager. Et en plus, elle a transformé tes compagnons en porc. » Et il va lui donner une potion magique qui va lui permettre un antidote, qui va lui permettre de boire la potion et de ne pas être transformé en porc. À ce moment-là, elle dit « Mais comment t'as fait ?» Ben voilà, c'est comme ça, c'est parce que je suis Ulysse.
évidemment. Et si tu veux, tes savoirs, tu pourrais quand même aussi les partager avec moi. À ce moment-là, il y a quelque chose qui se déclenche chez Circé. Elle se rend compte qu'il y a un intérêt quand même de pouvoir partager avec quelqu'un. D'ailleurs, non seulement elle partage avec quelqu'un, mais en plus, il y a une amourette qui naît entre eux, là, et puis il va rester quelques jours, comment dire, ben voilà, ils vont vivre ensemble quelques semaines. Hein. Et bien sûr, il va obtenir que Circé retransforme ses compagnons en êtres humains. Et puis, non seulement ça, mais il va encore y avoir l'intervention de Dieu qui vont dire, non mais Circé, tu connais là Ulysse, là, il a des difficultés pour rentrer chez lui. Il y a un certain nombre, en particulier, il y a le dieu de l'océan qui s'est mis, qui était justement comme par hasard le père du Cyclope qui a été tué par Ulysse, qui veut se venger, donc il va tout faire pour qu'il puisse pas rentrer chez lui. Donc aide-le un peu avec tout ce que tu sais. Et donc Circé va lui donner plein d'informations nécessaires pour la suite de son voyage, plein de combines qui vont l'aider à s'en sortir dans les péripéties suivantes. Il n'est pas sorti pour autant de l'auberge, mais déjà, ça va l'aider, parce qu'en fait, pour pouvoir quitter cet endroit-là, il va devoir aller rencontrer le royaume des morts. Alors, voilà. Alors, à l'étape suivante, on met ensemble Hadès, c'est le royaume des morts, et puis l'histoire des sirènes. Ce sont deux choses qui sont totalement complémentaires. Et en fait, comme Ulysse a fait la guerre pendant 10 ans, beaucoup de ses compagnons sont morts. Et quand il a besoin d'aller demander une information particulière dans ce royaume des morts, mais pour aller dans le royaume des morts, il va être assailli par tous les autres morts. Et là, il s'agit, dans cette histoire, je n'entre pas dans le détail parce qu'il y a une histoire absolument horrible avec des bêtes qu'il faut tuer, utiliser leur sang pour nourrir les morts, etc. Je n'entre pas dans... Mais l'idée, c'est que tous ces morts qui vont assaillir Ulysse, y compris, il découvre à ce moment-là que sa propre mère est morte pendant que lui, il était parti à la guerre. Donc, toutes ces choses-là, tous ces morts qui viennent l'assaillir, eh bien, en fait, il n'y en a que 1 ou 2 qui ont des informations importantes pour lui, pour la suite de son voyage. Et donc, il s'agit clairement de nourrir les morts qui vont pouvoir m'aider et de ne pas nourrir les morts qui vont juste m'encombrer. Et on peut penser, chacun d'entre nous, à l'histoire dans nos vies, de nos morts peut-être, mais surtout de nos remords, de nos vieilles histoires, des vieilles choses qu'on n'a pas faites, qu'on aurait dû faire, nos regrets, tout ça. Est-ce qu'on continue de nourrir nos vieilles histoires, ou bien dans notre expérience de vie, est-ce qu'on choisit les choses qui nous ont formés, qui nous ont informés, qui nous aident pour continuer notre chemin? Et donc là, évidemment, il s'agit de faire face à l'envie et à l'insatisfaction. Et puis, il y a, dans la même histoire, juste après, il va traverser l'espace qui est occupé par les sirènes, donc le chant des sirènes. Alors là, c'est très clair, comme il avait les informations par Circé, il va dire à tous ses compagnons, il va leur boucher vraiment très très fort les oreilles pour qu'ils n'entendent pas le chant des sirènes. Parce que les sirènes ont un talent merveilleux pour pouvoir chanter le chant de chacun d'entre nous, le chant qu'il a besoin d'entendre, le chant qui correspond à ses propres désirs profonds. Et évidemment, nos désirs profonds nous emmènent dans tout un tas de directions invraisemblables et puis peuvent nous déchirer. Et en réalité, l'histoire, c'est que dans cette histoire-là, si les compagnons d'Ulysse, qui doivent ramer très fort pour traverser cet espace-là, n'avaient pas les oreilles bouchées, ils se seraient tous jetés à l'eau. Lui, Ulysse, il a quand même envie de savoir quels sont ses propres désirs. Et pour ça, il demande à ses compagnons de le ligoter très fermement au mât. Et il va traverser le champ où il y a les chants des sirènes, en écoutant le chant des sirènes, c'est-à-dire en étant relié, en étant connecté à ses désirs profonds, et malgré tout, en étant aligné fermement à son mât. Et là aussi, on a un enseignement intéressant à trouver pour nous tous, c'est comment est-ce qu'on fait pour avancer dans nos vies,
avec la quantité de choses qui pourraient nous attirer, qui pourraient nous donner envie de changer de direction, d'aller ailleurs, de se réaliser, ah ben non, plutôt ça, mais en restant aligné avec quelle est la direction importante pour moi dans ma vie, qui était le premier point de départ, celui qui les a fait partir de l'île des lotophages. La suite n'est pas beaucoup plus drôle, puisque cette fois-ci, il s'agit de passer entre deux îles. Certains ont prétendu que c'était entre l'Italie et la Sicile, mais ce n'est pas sûr. Un détroit qui est le détroit de Charybde et Scylla. Alors là, Ulysse va être confronté à sa propre vanité. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit clairement, pour traverser ce détroit, c'est impossible de traverser ce détroit sans avoir des pertes. Ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que d'un côté, il y a un monstre sous-marin qui provoque régulièrement une sorte de grand tourbillon qui aspire tout ce qui se passe là et qui va manger tout ce qui va être aspiré dans le fond de l'eau. Et c'est un espace assez étroit. De l'autre côté, il y a une grotte avec un monstre à, je ne sais plus, à 6 têtes, je crois, qui s'appelle Scylla. Et ce monstre à 6 têtes passe son temps à attraper les marins qui passent sous sa falaise. Et soit on est pris par le tourbillon de Charybde, soit on est attrapé. Alors lui, il dit non, mais on va y arriver, on va ramer à fond, on va sûrement... Et effectivement, il arrive à échapper à Charybde, mais inévitablement, le monstre attrape certains de ses marins et il s'en fait croquer 5 ou 6. En fait, la vanité de se dire « je vais y arriver alors que je sais que je ne peux pas y arriver », eh bien, voilà, à nouveau quelque chose à quoi il est confronté et qui correspond à... forcément, il y a des moments dans la vie où je vais me prendre des coups et ce n'est pas possible autrement. À nouveau, un enseignement pour Ulysse, et ce n'est pas terminé, il va... s'il y a aussi Hélios, je l'ai oublié celui-là, parce qu'ils arrivent dans une île où enfin ils vont pouvoir se reposer, et c'est l'île du roi Hélios. Hélios, c'est le dieu soleil. Et là, il y a des taureaux magnifiques qui sont... Toutes les bêtes qui sont là, elles sont un pelage or. C'est magnifique. Et puis, à la fois, c'est de la viande, et puis on pourrait faire du sacrifice. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Non, Ulysse a eu l'information. Il ne faut pas tuer, il ne faut pas sacrifier les animaux d'Hélios. Sinon, c'est la colère d'Hélios. Et puis, alors là, c'est pas compliqué. On sait très bien qu'il va nous renvoyer dans le détroit en question, Charybde et Scylla. Alors, ils arrivent à manger un peu de salade, un peu de cru, un peu de choses végétales pendant quelques jours, mais au bout d'un moment, quand même, ces excellents troupeaux qui leur font de l'œil, à nouveau, à un moment où Ulysse est en train de dormir, ils vont sacrifier un animal. La colère d'Hélios va être terrible. Quand Ulysse va se réveiller, ils n'auront plus qu'à se jeter tous sur le seul bateau qui leur reste, je vous le rappelle. Et puis ils sont emportés vers le détroit de Charybde et Scylla. Par chance, il y a un seul survivant, c'est Ulysse, qui réussit à attraper une planche à la force du poignet ou que sais-je. Il arrive finalement à échapper à Charybde. Et puis les vents vont l'emmener, les courants vont l'emmener, et il va échouer sur l'île de Calypso. Et je vous ai dit, l'île de Calypso, il va y rester 7 ans. Alors, on y arrive. Voilà. Il a traversé la vanité, il a perdu. Il n'y a plus que lui comme survivant. Il va rester 7 ans à vivre l'orgueil de Calypso. Calypso, c'est une déesse. C'est une femme superbe, magnifique. Elle tombe aussitôt amoureuse d'Ulysse, et puis dans ses charmes, elle va charmer Ulysse en permanence, et puis ils vont vivre heureux. Enfin, elle va vivre pendant 7 ans avec Ulysse, en espérant pendant 7 ans qu'il va enfin accepter de devenir Dieu, puisqu'elle lui propose de devenir Dieu, puisqu'elle a des pouvoirs de déesse. Mais lui, tous les jours, il est là sur la plage à se lamenter en disant « Mais je vais retrouver Pénélope. Je suis venu pour retrouver Pénélope. »
Il va même jusqu'à dire, non mais Pénélope est moins bien que toi, mais c'est Pénélope que je veux retrouver, c'est elle que j'aime. Et en fait, qu'est-ce qu'elle veut, Calypso, dans son orgueil de déesse? C'est, elle va lui donner tellement, tellement, tellement que c'est pas possible. Il va vouloir rester. Heureusement, il va y avoir à nouveau une intervention divine. Ils vont finir par venir voir Calypso pour dire, bon, ben là, ça suffit, quoi. Tu vois bien que tu n'arriveras à rien. Et puis, de toute façon, il a besoin de rentrer chez lui. Et puis, il a montré son courage, etc. Donc, lâche-le. Donc, elle le laisse partir, mais tout seul, sur une espèce de petite embarcation un peu minable. Et il va d'ailleurs mal s'en sortir avec son embarcation un peu minable. Il va arriver, c'est la dernière étape, ou presque, il va arriver chez les Phéaciens. En fait, c'est une tempête qui va l'emmener chez les Phéaciens, et à nouveau, il est quasiment en guenilles, il est quasiment nu. Il atterrit sur la plage sur son bout de bois, et c'est Nausicaa, la fille du roi des Phéaciens, qui le découvre, qui va lui donner des habits, parce que ça ne se fait pas de se promener à moitié nu dans la ville. Qui va lui dire comment il doit aller saluer le roi, comment ça doit se passer, parce que dans cette île-là, et le roi, eh ben, il va l'accueillir, et puis avant même de lui demander qui il est, il va lui offrir l'hospitalité, il va lui offrir à manger. C'est une île sur laquelle on respecte tous les usages de la façon la plus précise, de la façon la plus juste qui soit. Et évidemment, ils vont faire une fête pour cet individu qui est arrivé comme ça, et on ne sait pas d'où il vient, on ne sait même pas qui c'est, etc. Lui, il n'a rien dit de son voyage. Au cours de cette fête, il va y avoir un musicien qui va chanter les exploits des vainqueurs de la guerre de Troie. Et puis, Ulysse va se mettre à pleurer. Il va dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Ben en fait, là, vous êtes en train de parler de la mort de tous mes compagnons, je suis le roi Ulysse, etc. Donc c'est seulement à ce moment-là qu'il raconte toute son histoire. Ah bon, mais alors t'es un roi, alors c'est magnifique, alors on va du coup le vêtir comme un roi, carrément, on va encore en rajouter encore plus dans le décorum, etc. Et puis bien sûr, on va le mettre sur un navire pour qu'il puisse rentrer à Ithaque. Avec à nouveau des victuailles, tout ce qu'il faut pour pouvoir entrer. Et là, j'avoue qu'il y a un petit truc qui m'échappe. Bon, c'est pas très grave. Les dieux n'étaient pas d'accord pour que les Phéaciens fassent tout ça en l'honneur d'Ulysse. Et donc, les Phéaciens ont fait le nécessaire dans leur perfectionnisme, dans leur colère contre eux-mêmes, de vouloir toujours être le plus juste, le plus aligné possible avec les règles. Mais malgré tout, Ulysse le bateau va à nouveau échouer et Ulysse va arriver seul sur Ithaque. Je vais vers la fin, si j'y arrive. Voilà. Et on a fait le tour de l'histoire en sachant que, comme je vous le disais en introduction, Ulysse, qui était un roi victorieux, vient de traverser ces 9 passions humaines, qu'on pourrait appeler aussi ces 9 péchés ou ces 9 vices, et il arrive chez lui complètement dénudé. Il arrive chez lui comme un mendiant. Mais en fait, il est probable que ça nous raconte une histoire qui est... Peut-être faut-il que je me rapproche de ça? Non. Voilà. Qui est l'histoire finalement pour chacun d'entre nous de rencontrer nos ombres les plus profondes. Et nos ombres les plus profondes, ce sont ces passions, ces vices, ces péchés. Alors, je fais une petite aparté pour dire comment ça se fait qu'on en arrive à l'énéagramme. On va y arriver. Ceux qui connaissent l'énéagramme disent, tiens, mais c'est quoi cette histoire? En fait, là, on est 500 ans avant Jésus-Christ. L'histoire d'Homère, on continue à la raconter, arrive le début de notre ère chrétienne, arrivent les premiers chrétiens qui lisent
les textes sacrés qui viennent d'Inde, qui viennent de Chine ou qui viennent de Grèce. Et puis, parmi ces premiers chrétiens, il y a ceux qu'on appelle les pères du désert. Il y a un petit groupe qui s'appelle les thérapeutes d'Alexandrie, et puis ça donne naissance aux pères du désert, des gens qui vont, hommes et femmes, hein, qui vont décider de s'isoler dans le désert pour méditer sur leur propre passion, pour s'observer, pour méditer sur leur propre péché, pour observer le fonctionnement de l'âme humaine, pour être plus près du Christ probablement, mais en même temps pour voir comment je peux m'améliorer, comment je peux mieux profiter, mieux répondre à ce message du Christ qui est, bon, on va dire pour simplifier, le message d'amour. Et en fait, derrière chacun de ces 9 péchés, de ces 9 vices, il découvre qu'il y a derrière chacun de ces 9 vices une peur fondamentale, qui est en réalité la peur que beaucoup d'entre nous, si ce n'est pas tout le monde, peut sentir. C'est une angoisse vitale, c'est une angoisse, je vais mourir, et si je ne meurs pas, je pourrais me sentir comme si je mourais parce que je ne sens pas l'amour, comme si je n'avais pas l'amour. Et en fait, on trouve ça dans un certain nombre de textes de Saint Paul, hein, mais au-delà de ça, de voir que ces 9 passions qui apparaissent correspondent chacune à une manière particulière d'exprimer la peur de manquer d'amour et la peur de mourir. Alors, la paresse correspond à la peur d'être séparé, d'être sans lien. L'abus, l'excès, la luxure correspond, rappelez-vous, hein, les cyclopes, à la peur d'être faible, à la peur d'être fragile. La dispersion, la gourmandise correspond à la peur de souffrir. La lâcheté, le doute correspondent à la peur d'être trahi ou abandonné. L'avarice, à la peur d'ignorer, d'être vide, de se sentir vide à l'intérieur. L'envie, l'insatisfaction correspondent à la peur d'être inadéquat, banal, invisible. Vous ne faites pas attention à moi, de toute façon, vous ne m'aimez pas. La vanité correspond à la peur d'être sans valeur et donc d'avoir besoin de prouver sa valeur. L'orgueil correspond à la peur de ne pas recevoir d'amour, rappelez-vous l'histoire de Calypso. Et la colère, le perfectionnisme, correspond à la peur d'être jugé et condamné. Et en fait, c'est sous cette forme-là qu'est arrivé l'énéagramme dans le dernier siècle. Sous cette forme-là, on a relié chacune de ces 3 passions. Et alors, par chance, ça ne va pas être trop désespérant quand même, hein, parce que Ulysse, vainqueur, arrive comme un vaincu. Il arrive, Ulysse Dieu, Ulysse roi, Ulysse avec des richesses, etc., arrive nu, quasiment naufragé sur son île. D'ailleurs, il ne va pas être reconnu tout de suite par Pénélope, par sa femme. Et en fait, il s'agit pour chacun d'entre nous de nous plonger dans nos ombres intérieures et de nous dépouiller de toutes nos prétentions. Voilà 9 prétentions qui sont affichées là. Et par chance, et là c'est l'énéagramme qui nous l'apprend, avec l'aide des pères du désert et de toutes les personnes qui ont travaillé depuis sur ce sujet-là, par chance, chacune de ces passions, chacun de ces vices, possède, comme une médaille, possède un autre côté qui s'appelle la vertu correspondante. Et donc, c'est une aide pour chacun d'entre nous. Alors, à ce stade-là, chacun d'entre nous pourrait se dire, mais finalement, dans quelle île d'Ulysse est-ce que je m'attarde le plus souvent? C'est une bonne façon de découvrir l'énéagramme. C'est quoi? C'est à quel endroit où je me sens le plus attiré? C'est plutôt, j'aimerais bien entendre le chant des sirènes, ou c'est plutôt, j'aimerais mieux me mesurer au cyclope, ou j'en ferai qu'une bouchée, etc., etc. Et donc, à chaque fois, on a une vertu qui correspond à la passion, au vice, au péché, qui est de l'autre côté de cette médaille. La vertu qui correspond à la paresse pour soi, c'est l'oubli de soi, rappelez-vous, hein, les d'autophages.
Je suis occupé toute la journée à mâcher des feuilles de lotus. Mais qu'est-ce qu'il faut trouver? Il faut trouver l'action essentielle. L'action essentielle, c'est, en l'occurrence, pour Ulysse et ses compagnons, c'était de se remettre en route. Tout simplement, de se remettre en route. Il n'y avait pas plus compliqué de se redire « Ah oui, c'est quoi mon objectif dans la vie ?» L'enseignement sur l'île des Cyclopes, c'est reconnaître sa fragilité. Reconnaître que je suis personne. L'enseignement sur l'île d'Éole, c'est d'apprendre à être sobre, d'apprendre à choisir une seule direction. Une direction à la fois et aller jusqu'au bout de mon projet. Par rapport à la lâcheté et au doute, rappelez-vous, j'ai oublié leur nom au passage, ceux qui ont pris des notes. Ah bah d'accord. Les Lestrigons, merci. Le courage. Et le courage, c'est pas de ne pas avoir peur. Hein. Le courage, c'est de reconnaître qu'on peut avoir peur et que donc c'est peut-être pas le moment de combattre. Les Lestrigons, oui. Merci. À l'avarice de Circé correspond son détachement quand elle voit l'intérêt qu'il peut y avoir à échanger et à partager tout son savoir avec Ulysse. À l'envie, l'insatisfaction, rappelez-vous, c'est... Alors, l'équanimité, c'est un petit peu un mot compliqué. On pourrait dire de façon beaucoup plus simple. Donc, j'ai dit tout à l'heure avec le séjour des morts, là, c'est choisir lequel de mes souvenirs je décide de nourrir et pas les autres. Et puis, accroché au mât du navire qui m'emmène dans ma vie, je n'écoute pas toutes les... Et je garde ma direction, je garde la même distance. L'équanimité, c'est garder la même distance avec tous les désirs ou avec toutes les peurs qui peuvent m'envahir. D'une certaine façon, ça serait sans doute à rapprocher du stoïcisme des philosophes. À la vanité correspond l'authenticité. Ben oui, d'accord, je vais être blessé dans cette bataille, c'est pas possible. Je ne suis pas un super champion, je ne suis pas un super vainqueur dans toutes circonstances. À l'orgueil correspond l'humilité. J'ai beau être Calypso, une déesse magnifique et avoir plein de charme et de vertus, je ne charmerai pas tout le monde. Et puis d'ailleurs, est-ce que j'ai vraiment besoin d'obtenir en retour l'amour de tout le monde? Est-ce que je ne peux pas apprendre à m'aimer moi-même? Alors, je fais une petite pause sur l'orgueil parce que je crois que l'orgueil, même si ça n'est pas pour chacun d'entre nous notre passion principale, c'est pas par hasard qu'il reste 7 ans chez Calypso. Je pense que nous pouvons avoir tous de l'orgueil de notre avarice, de l'orgueil de notre lâcheté, de l'orgueil de notre vanité, de notre colère, etc. En fait, il y a l'orgueil qui vient encore renforcer pour chacune des passions. L'orgueil vient renforcer cette passion. Au perfectionnisme correspond la sérénité, la tranquillité. Les choses, elles sont exactement comme elles doivent être. Et je peux être serein, j'ai fait de mon mieux et c'est déjà pas mal. Alors, tout ça, eh bien, s'affiche maintenant au centre le schéma habituel de l'énéagramme. Le hasard, probablement, fait que de 1 à 9, ou plutôt de 9 à 1, à rebours, l'histoire d'Ulysse répond exactement à la description des 9 énéatypes qui sont ceux présentés par l'énéagramme moderne. Et que donc, c'est une très bonne façon d'introduire le sujet pour vous dire, probablement, chacun d'entre nous, c'est l'histoire de l'énéagramme moderne, chacun d'entre nous a décidé de faire escale plus souvent sur l'une des îles. Chacun d'entre nous a probablement une île un peu préférée. Et en réalité, nous avons à notre disposition la totalité de la mer Méditerranée. Mais comme par hasard, on va toujours sur la même. Et on y va d'autant plus quand il s'agit de situations, de moments, de relations, oui, de situations dans lesquelles il y a un enjeu. Dès qu'il y a un enjeu, hop, il y a une sorte de réflexe qui nous ramène dans notre mécanisme habituel. C'est ce que dit
l'énéagramme, nous avons chacun d'entre nous un mécanisme qui nous entraîne dans un fonctionnement qui n'est pas notre nature, notre essence de départ, mais qui est juste la manière dont nous nous sommes construits, dont nous devons apprendre à voir que c'est notre construction, et nous devons apprendre, bien sûr, à sortir de cette construction. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Nous allons avoir tout à l'heure, donc c'est bien un retour à soi, une traversée. Nous allons avoir tout à l'heure, et demain également, un atelier de 45 minutes que j'animerai avec Paul, qui est ici, pour vous présenter d'une façon totalement différente les dynamiques qui sont dans la description de l'énéagramme. Et puis, bien sûr, il y a un programme de formation qui s'appelle La Voie de l'âme, qui est un programme en 6 stages, qui permet d'explorer, finalement, pour chacun des participants, quelle est l'île qu'il a privilégiée et comment il va apprendre à quitter si c'est possible, le rivage de cette île-là. Alors, je ne sais pas où on en est au niveau du temps. Formidable. Alors, du coup, ça va permettre, je crois qu'il y a Laurence quelque part pas loin. Merci. Ça va permettre de pouvoir échanger si vous avez des réflexions, des commentaires, des questions, quoi que ce soit, des contributions à faire à cette présentation qui, j'espère, vous a intéressé. Merci pour votre conférence, enfin du moins ce que j'ai pu en capter. À quoi correspond le tracé qui relie ces différents points de l'énéagramme? À quoi correspond ce tracé? Alors, ce qui est curieux, c'est qu'on se retrouve avec une figure géométrique et avec 9 points. Alors, le chiffre 9, alors, ce tracé sous cette forme-là, on n'en trouve pas du tout trace avant les années 10-20, 1910-1920. Gurdjieff a laissé entendre qu'il avait rencontré quelque chose qui ressemblait à ça chez les soufis, mais il ne l'a jamais dit clairement. Ichazo, qui a pris la suite, s'en est inspiré aussi. Comment ça s'est fait? Il se trouve que depuis que ça existe, et depuis notamment les années 70 où ça s'est popularisé, et ça continue de se populariser, on continue à faire tout le temps, et il y a un tas de gens dans le domaine de la psychologie, de la philosophie, du développement personnel, de la spiritualité, etc., qui se sont intéressés à ce diagramme, qui ont vu que ça fonctionnait et qu'on pouvait encore faire plein de découvertes sur ce schéma. Donc, ça correspond à quelque chose de vrai, à quelque chose qui fonctionne. Alors, en mathématiques, les nombres de 0 à 9 permettent, grâce à la physique, de décrire tout le fonctionnement de l'univers, même si on n'a pas encore repéré toutes les lois, mais n'empêche qu'on peut se servir de ça. Alors, après tout, là, c'est très curieux de se dire, peut-être qu'avec les 9 chiffres, on peut aussi décrire le fonctionnement de l'être humain. Gurdjieff a dit ça aussi. Un homme perdu dans le désert pourrait dessiner la figure de l'énéagramme et découvrir tous les secrets du fonctionnement de l'univers. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est juste clairement, ça semble être quelque chose d'un peu ésotérique. Alors, il y a 2 éléments importants dans cette figure, plutôt 3. Il y a un cercle qui représente la totalité. Ça, c'est simple. Il y a un triangle équilatéral qui est relié aux points 3, 6 et 9. Alors là, ça correspond à quelque chose de précis qu'on peut décrire, qu'on va décrire d'ailleurs dans les ateliers cet après-midi et demain. Le point 3 correspond au centre de l'amour insatisfait ou de la tristesse, le centre du cœur. Le point 6 correspond au centre mental. Et puis le point 9 correspond au centre et à nos énergies instinctives ou pulsionnelles. Donc on pourrait dire d'une certaine façon que ici, au point 6, on aurait le cerveau cortical. Au point 3, on aurait le cerveau limbique. Et puis au point 9, on aurait le cerveau reptilien. Où on aurait l'instinct. Donc si on prend cette fois-ci la trilogie ou la trinité orientale, on a les 3 dantiens aussi. Celui de l'esprit, de la tête, du mental, celui du cœur et celui du nombril qui correspond à nos
énergies instinctives. Alors, chacun d'entre nous, à nouveau, nous avons ces trois énergies, bien sûr. Simplement, nous privilégions un peu plus ou un peu moins celle-ci ou celle-là. Et si on part de ce triangle équilatéral, 3, 6, 9, mental, affectif, instinctif, de part et d'autre, on a, mettons sur le point 9, on pourrait dire que là c'est le centre de l'instinct. Le point 8 décrit l'instinct, c'est-à-dire cette énergie pulsionnelle. Le point 8 décrit cette énergie pulsionnelle orientée vers l'extérieur. Imaginez la colère du cyclope. Et puis le point 1 correspond à cette énergie pulsionnelle orientée vers l'intérieur pour le contrôle à l'intérieur de soi. Du coup, là, vous voyez cette idée-là? Et du coup, le point 9, lui, il balance un peu entre les deux. Ni l'un ni l'autre, comme s'il était du centre pulsionnel, mais sans être en contact avec ses pulsions physiques. Et on va avoir la même chose sur le point 3, le point du centre affectif. Le point 2 correspond à une énergie affective tournée vers l'extérieur. Et le point 4 correspond à une énergie affective tournée vers mes petits malheurs à l'intérieur. Et puis on a la même chose avec le point 6, centre mental, le fonctionnement du ciboulot qui marche à plein régime, et le ciboulot qui marche à plein régime au point 5 pour emmagasiner, comprendre, réfléchir, créer des théories, ou bien le point 7 qui est mon mental qui est projeté vers l'extérieur, qui vous envoie des choses dans la tête, qui a plein d'idées, qui va monter plein de projets, passer d'un projet à un autre, etc. Donc, vous voyez à quoi ça correspond. Autre question ou réflexion? OK. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres clés... Ah, si, il y en a une autre, de la même personne. Super. Ce qui m'intéresserait également, c'est de savoir s'il y a un cheminement logique qui relie le point 1 au 4, le 4 au 2, et ainsi de suite. Dans une espèce de chemin qui doit mener je ne sais où. Oui. Alors, dans la figure que c'est une bonne question, le cheminement logique, est-ce qu'il y a un chemin? Ben, le chemin s'appelle la voie de l'âme. Alors, dans le schéma que j'ai repris ici, je n'ai pas repris le schéma conventionnel avec des flèches, pour ne pas compliquer les choses. Mais normalement, chacun de ces traits est muni d'une flèche qui donne une direction. Et cette direction, c'est la direction des vents contraires. Je reviens à Ulysse. Des vents contraires qui m'empêchent de me réaliser. En l'occurrence, on considère dans le fonctionnement de l'énéagramme que chacun d'entre nous a, une île, un port d'attache, un point, une base, un chiffre privilégié. Puisque vous avez parlé du point 1 au point 4, si je prends le point 4, il y a une flèche qui descend du point 1 vers le point 4, et la même flèche continue du point 4 vers le point 2. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, qu'on va nommer d'énéatype 4, son mode de fonctionnement tourné vers comment je vais dire? Le fait qu'en moi, il y a des désirs, des envies qui sont toujours insatisfaits. Comme mes envies, mes désirs sont toujours insatisfaits, je peux en éprouver de la honte. Et si ça va vraiment très très mal, je vais être emmené par ce chemin qu'on appelle le chemin de la désintégration vers le point 2. Et donc non seulement je serai dans la honte, mais en plus, ça va être plus compliqué parce que je vais avoir l'orgueil d'être dans la honte. Et du coup, là, ça va être très difficile de m'en sortir. Inversement, toujours depuis le point 4, si jamais,
par un travail personnel, simplement par la sagesse, par la maturité. Alors, avec l'énéagramme, ça aide beaucoup, mais les chemins de la vie nous emmènent en général vers plus de sagesse, plus de tempérance, d'apprendre à relativiser tout ce qui nous arrive, etc. Si jamais, depuis le point 4, je commence à me stabiliser, à découvrir ce qu'on appelle l'équanimité, je vais être tenté de me développer en allant chercher les vertus du point 1. Et la vertu du point 1, c'est justement la sérénité. Vous voyez, donc l'histoire des flèches nous donne finalement une aide. C'est là où l'énéagramme peut nous aider à nous stabiliser, à sortir de nos névroses habituelles, et puis à aller vers quelque chose qui va nous épanouir. Et puis, il y a tout un tas de dynamiques dans le schéma de l'énéagramme qui ne peuvent pas être décrites en quelques minutes, mais voilà, c'est en réalité pour montrer qu'il y a des chemins dynamiques entre ces différents points. Vous savez que chacun d'entre nous, en fonction du ciel de naissance, on nous a assigné un signe astral. Et puis encore, je ne sais pas quoi, des signes secondaires, etc., etc. Puis ça, c'est pour toute la vie. Mais là, de la même façon, avec l'énéagramme, probablement dans notre petite enfance, peut-être même avant, certains le disent, on nous a assigné, ou nous nous sommes assignés un chiffre qui correspond à notre énéatype. Mais grâce au fait que ce système est dynamique, ça me permet non pas de changer de chiffre, non pas de changer d'énéatype, mais de me développer, de me libérer de ce truc qui au départ m'enferme et qui va pouvoir me permettre de m'épanouir. Alors, il y a une question ici, Laurence. Merci. Moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui fait qu'on a tous une île comme ça de prédilection et qu'on n'est pas comme Ulysse à aller d'île en île? J'ai beaucoup été fascinée. Eh bien, je n'ai pas la réponse. Vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas. Enfin, je ne suis pas sûr non plus que j'aurais eu envie de vivre toutes les épreuves d'Ulysse. Bon. Mais voilà, je n'ai pas la réponse. Eh bien, je vous remercie. Et puis, je reste à votre disposition pour discuter.